À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet immigration, francisation, diversité et inclusion, des crédits budgétaires du portefeuille immigration, francisation et intégration pour l'exercice financier 2022-2023. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Blais, Abitibi-Ouest, est remplacée par Madame Boutin, Jean Talon. Madame Lachance, Bellechasse, est remplacée par Madame Janotte Labelle. Madame Picard, Soulanges, est remplacée par Monsieur Caron, Port-Neuf. Monsieur Poulain, Beauce-Sud, est remplacé par Madame Lavallée, Repentigny. Monsieur Birnbaum, Darcy McGee, est remplacé par Monsieur Benjamin Villot. Et Madame Labrie, Sherbrooke, est remplacée par Monsieur Fontesilla, Laurier-Dorion. Merci. Pour l'étude de ce volet, nous allons procéder ce matin à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes pour permettre à chaque groupe d'écouler graduellement son temps de parole. Le temps d'échange inclut les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué à 16 heures. Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Je vous rappelle que la longueur des réponses doit être proportionnelle à la longueur du préambule, commentaire et des questions. Monsieur le député de Laval-des-Rapides, la période de le premier échange, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Juste pour ma gouverne, peut-être vous venez de le dire, c'est des blocs de combien de... Environ 20 minutes. Environ 20 Là, minutes. vous avez 16 minutes. Voilà. Pardon. OK. C'est ça, exact. OK, parfait. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis tellement habitué de le voir de côté. Chers collègues des oppositions, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Écoutez, ma première intervention est en lien avec les délais. Comme vous le savez, c'est un sujet qui a fait beaucoup de manchettes là, depuis les dernières années et qui vous interpelle, mais qui interpelle également votre collègue responsable des relations intergouvernementales, entre autres, qui a d'ailleurs affirmé que dans votre cas à vous, votre gouvernement, vous accordez les certificats de sélection du Québec en moins de 2 mois et que, je paraphrase encore, là, je mets ça entre guillemets, après ça, si ça bloque, c'est au fédéral que ça se passe. Et elle l'a mentionné récemment. Et je pense que vous avez porté ou partagé des propos similaires à ce sens-là auprès de certains médias. Commençons par une question plus large. Considérez-vous les délais actuels comme raisonnables quand vient le temps d'émettre les certificats du Québec? Monsieur le ministre. Oui. Les délais pour émettre les certificats... D'abord, salutations à Madame la Présidente, les collègues gouvernementaux, les collègues des partis d'opposition. Les délais sont déraisonnables en ce qui concerne l'admission, mais pour l'émission des certificats de sélection du Québec, en vertu du programme d'expérience québécoise, le délai moyen est de 47 jours et en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés, le délai moyen est de 18 jours. Et c'est les 2 programmes québécois où on émet des certificats de sélection du Québec qui donnent accès à la résidence permanente qui requiert l'admission de la part d'Ottawa. Et c'est là que les délais sont inacceptables. Mais à votre question, les délais québécois, on s'assure que les délais soient les plus acceptables possibles et diligents. Merci. C'est de Laval-des-Rapides. En quoi, à ce moment-là, Monsieur le ministre, l'embauche de 45 personnes de plus à la direction qui octroie les certificats est justifiable ou nécessaire, ou de quelle façon vous expliquez l'ajout de ces 45 nouvelles personnes, compte tenu que, selon vous, vos délais restent raisonnables? Monsieur le ministre. La réponse est simple. On émet aussi ce qu'on appelle des certificats d'acceptation du Québec en vertu du programme des travailleurs étrangers temporaires. Vous connaissez les assouplissements que nous avons convenus avec Ottawa, ce qui a provoqué une augmentation importante du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Et donc, cette immigration temporaire-là requiert plus de ressources et c'est la raison pour laquelle il y a des nouvelles personnes qui vont nous aider à accélérer les délais. Merci.
Les délais, donc, les délais pour obtenir la résidence permanente, Monsieur le ministre, étaient une fois le certificat du Québec, le certificat de sélection du Québec accordé, sont passés de 6 mois en 2017-2018 à 27 mois aujourd'hui, alors qu'ils sont encore de 6 mois dans le reste du pays. Comment vous expliquez ça et pourquoi? Monsieur le ministre. Les délais pour l'admission à Ottawa, c'est 31 mois en moyenne. Tant suite à des certificats de sélection du Québec, PEQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés, et c'est ce délai-là qui et dans le reste du Canada, c'est 27 mois. Donc, il n'y a pas tant d'écart que ça, mais les délais d'admission à Ottawa sont inacceptables partout à travers le pays. Non, on s'entend qu'ils sont inacceptables, mais comment vous expliquez ça? Bon, j'ai des rencontres épisodiques avec mon homologue à Ottawa, M. Fraser. Évidemment, ils ont le volume de demandes. Durant la pandémie, il y a eu un arrêt des traitements des demandes de résidence permanente, ce qui fait qu'ils ont pris énormément de retard. Ils ont cependant, au mois de janvier cette année, investi 85 millions de dollars. Ils ont embauché, me disent-ils, 500 ressources additionnelles, et on sent non seulement une volonté, mais une réalité d'accélération des délais d'admission des résidences permanentes. C'est de la Valérie. Comment, à ce moment-là, Monsieur le ministre, comment vous expliquez le lien et les faits entre l'émission des certificats de sélection, les délais d'obtention de la résidence permanente et le plafond des seuils d'immigration qui, notamment, ont baissé au cours des dernières années? Et quel impact cela a, justement, dans le délai et surtout la lenteur d'obtention de la résidence? Bon, je pense que pour la lenteur à Ottawa, je viens de vous donner la raison. Ceci dit, souvenez-vous, on a fait une planification pluriannuelle qui relève du Québec et on a établi des seuils qui sont passés d'à peu près 40 000 à, pour cette année, 49 500, 52 500. Ça, c'est de la responsabilité du Québec. Et les seuils n'ont pas été atteints, notamment pour l'année 2020. Nos seuils étaient à 44 000. Il y a eu à peu près 26 000 admissions à Ottawa, ce qui a créé un rééquilibrage nécessaire de 18 000 admissions. Et c'est la raison pour laquelle, au début d'année, on reconfirmait qu'en vertu de notre planification pluriannuelle, donc sur 3 ans, nos seuils n'étaient pas atteints. Donc, nos seuils à 52 500, plus un rééquilibrage de 18 000. Et Ottawa a récupéré à ce jour à peu près 2 500 de ces 18 000-là. Et donc, je réitère que les seuils ont toujours été respectueux de notre capacité d'accueil et d'intégration, mais il y a une problématique à Ottawa qui fait que nos seuils ne sont même pas respectés. Député de Laval-des-Rapides. Mais qu'arrive-t-il, Monsieur le ministre, quand vous émettez plus de certificats de sélection que de dossiers qui sont traités par Ottawa au niveau de la résidence permanente? Bien, les certificats de sélection, vous le savez comment ça fonctionne. Il y a des conditions qui permettent aux personnes d'obtenir ce certificat-là. Quand les personnes, par exemple, le PEC, le Programme d'expérience québécois, il y a des étudiants internationaux, il y a des travailleurs étrangers temporaires, et quand les personnes respectent les conditions, on émet le certificat de sélection dans le délai que je vous ai donné un peu plus tôt. Puis la même chose pour le Programme régulier des travailleurs qualifiés. Fait que c'est sûr que ça crée des inventaires d'admission à Ottawa, puis c'est ce retard-là qui, éventuellement, sera récupéré par Ottawa. Monsieur le député. Mais, parfait. Mais qu'arrive-t-il quand vous émettez plus de certificats de sélection que le total des seuils d'immigration?
Nous, on est prêt à, quand on sélectionne les personnes, on est prêt, on les accueille. Beaucoup sont déjà sur le territoire du Québec, travaillent, parlent le français, répondent aux conditions. Le reste de nos seuils d'admission, c'est établi par Québec suite à des consultations qui ont donné lieu à une planification pluriannuelle. Et les seuils d'admission ne sont pas rencontrés à ce jour. Puis je rappellerai que le seuil actuel est l'équivalent de ce qui existait avant notre arrivée au pouvoir. Mais ce seuil-là est tout à fait respectueux de notre capacité actuelle. Merci. Monsieur le député. OK, mais vous savez que Ottawa ne peut accorder plus de résidences permanentes que le plafond des seuils que vous déterminez. Mais là-dessus, comme je vous ai mentionné, ça crée des inventaires. Si je prends l'exemple des travailleurs qualifiés, au 3 février cette année, il y a un inventaire de 48 100. Puis si je ne m'abuse, il y en a à peu près la moitié qui sont déjà chez nous au Québec, qui travaillent, qui parlent le français et qui attendent après leur admission dans le délai de 31 mois moyen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous, les seuils, on est en mesure de s'assurer de bien les respecter. Puis il y en a aussi de ces travailleurs qualifiés-là qui sont à l'extérieur. Mais sur les 48 000, il y en a déjà que nous priorisons, qui répondent à nos besoins en contexte de pénurie de main-d'œuvre concret dans des secteurs névralgiques au Québec. Merci. Monsieur le député. OK. Monsieur le ministre, vous dites, je veux revenir sur la question des délais d'obtention de la résidence permanente. Le fédéral, il indique que dans la catégorie de l'expérience canadienne, en moyenne, la résidence permanente est obtenue en moyenne en 9 mois. C'est ce qu'ils indiquent. En moyenne, en 9 mois. C'est ce qui est indiqué dans une de leurs publications. OK? C'est 22, 28. Et vous nous partagez un chiffre de 27 mois qui correspond au programme d'entrée express, qui s'applique surtout à des personnes qui ne sont pas encore sur le territoire. Dans la catégorie de l'expérience canadienne, collègue, moi, j'ai 8 mois. Puis les programmes des candidats des provinces, 22 à 28 mois. Fait qu'il faut comparer des choses qui sont par ailleurs comparables, là. Okay. Le programme d'expérience canadienne n'est pas le même que le programme d'expérience québécois. Et il y a des programmes provinciaux aussi pour les candidats de ces provinces-là. Okay. Fait que c'est lent, le processus d'immigration. La décision de limiter les seuils n'a aucun impact sur la capacité d'Ottawa à traiter puis à émettre le nombre de résidences permanentes? Je comprends pas. On ne fait pas de sursélection. 2019-2020, Monsieur le ministre, je vais préciser. 2019-2020, le Québec a émis 8 000 CSQ de plus que ses propres prévisions. Non, mais je le répète, Ottawa n'a pas... Veuillez laisser le député terminer, s'il vous plaît. OK. Et où se trouvent les dossiers de ces 16 000 personnes, disons 8 000 CSQ par année? Où se trouvent les dossiers de ces 16 000 personnes à Ottawa? Justement, dans l'accumulation des dossiers à traiter l'an prochain. Qu'arrive-t-il si le gouvernement du Québec décide de réduire ses seuils d'immigration de 20 comme votre gouvernement l'a fait en 2019, mais que les immigrants sélectionnés par le Québec, déjà dans le système, sont plus nombreux puisqu'admis par le Québec avant la réduction des seuils? Comme je vous ai mentionné, nos seuils ne sont pas atteints, ni en 2020. En 2021, ils ont été atteints, mais il n'y a pas de sursélection. Puis le 1er janvier 2018, je vous rappellerai, collègues, qu'il y avait un inventaire à Ottawa de 100 000. Le 1er janvier 2018. Et là, dans chaque catégorie, je vous ai parlé des travailleurs qualifiés tout à l'heure, où il y avait un inventaire de 48 000. Si vous le souhaitez, je peux, catégorie par catégorie, vous informer de l'inventaire qui est accumulé à Ottawa. Je
Je pense que le total pour toutes les catégories, c'est à peu près 138 000, là, si je ne m'abuse, 134 800. Donc, c'est le phénomène qui existe actuellement au Canada. Merci. Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Madame la Présidente, je demandais si c'est possible pour le ministre de déposer là, le document auquel fait référence. Là. Donc, ça va nous aider. Monsieur le ministre, est-ce que c'est possible de déposer le document que vous parlez? Oui, le document s'intitule « L'état des inventaires, nombre de personnes, des demandes de résidence permanente auprès d'IRCC pour certaines catégories d'immigration à destination du Québec en traitement ou à l'admission. » Et là, comme je vous ai mentionné, on vous le fournira pour le 3 février 2022, mais vous allez voir même pour les années antérieures, vous allez constater l'inventaire de 134 800 qui se décline par catégorie d'immigrants. Oui, bien sûr. Est-ce que le dépôt, ça sera un dépôt pour le public ou seulement pour les collègues pour info? Bien, pour les collègues, là. Parfait, merci. Monsieur le député de Laval-des-Rapides? Merci. Bon, s'il vous plaît. Je vais le garder, Madame la Présidente. Je vais le garder pour mon prochain bloc, si c'est possible, à ce moment-là. Parfait, Le merci. 90 secondes, Oui. plutôt que de couper ma Parfait. question. Donc, je suis maintenant prêt à entendre le député Laurier-Dorion pour une séquence de 12 minutes et 9 secondes. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Chers collègues, je salue également les personnels du MIFI. Et j'aimerais commencer, Monsieur le ministre, concernant un thème névralgique au Québec, là, le seuil d'immigration. Est-ce qu'il n'y aurait pas dû avoir des consultations publiques là, concernant le seuil d'immigration en 2022, cette année? Est-ce que c'est le cas? Il y a eu des consultations précédant la planification pluriannuelle en 2019 et à la prochaine planification pluriannuelle, il y aura des consultations de même nature. Quand aura-t-elle lieu? Vraisemblablement, évidemment, on est dans une année électorale, là, mais dans les meilleurs délais suivant l'élection, il y aura une planification pluriannuelle qui va permettre de faire les consultations que vous souhaitez. Donc, Merci, Monsieur le député. Il y aura, étant donné les délais, les temps qui nous restent pour siéger, il n'y aura pas de consultations d'ici les mois de juin, là, si je comprends bien. Non. Et ça va aller en 2020, le restant de l'année, il y a le processus électoral, la mise en place d'un nouveau gouvernement, etc. Est-ce que vous croyez possible d'avoir des consultations au début de l'année 2023? Oui, certainement au début, dans les premiers mois de l'année 2023, il y aura ce type de consultation. Très bien. J'aimerais aborder les thèmes de l'immigration temporaire. Et si je vois les tableaux publiés par le ministère de l'Immigration, si l'on voit un peu aussi l'ensemble des déclarations publiques là, concernant l'insistance pour faire rentrer des travailleurs et travailleuses de l'étranger à titre temporaire, et on a l'impression qu'il y a une forte inflation du nombre des travailleurs étrangers. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pour l'année 2021, par exemple, l'année dernière, et les projections pour cette année, combien de travailleurs étrangers vous allez admettre au Québec? Bon, dans l'année 2021, je crois que c'est à peu près 30 000 travailleurs étrangers temporaires. C'est certain que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, vous savez que l'immigration temporaire, c'est certainement une avenue intéressante. Et on a convenu avec Ottawa le 4 août dernier de mesures d'assouplissement qui font en sorte qu'il y en a plus qu'avant. Mais c'est important pour moi de dire que j'ai travaillé avec un consensus québécois à la Commission des partenaires du marché du travail pour négocier ces assouplissements-là avec Ottawa. En même temps, je trouve que pour la gestion du programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a beaucoup trop d'étapes, il y a beaucoup trop, selon moi, d'inefficacité, mais le consensus québécois nous a donné un pouvoir de négociation avec Ottawa pour nous permettre de rajouter des métiers à occupation dans ce qu'on appelle le traitement simplifié. Je pourrais vous en parler longtemps si vous me permettez à votre prochaine question.
de continuer ma réponse, mais oui, il y en a de plus en plus, puis on le fait avec l'accord des patrons et des syndicats. Merci. Monsieur le député? Évidemment, le Québec a besoin de main-d'œuvre, ça se voit à travers l'ensemble du territoire. Écoutez, donc vous nous dites 30 000 travailleurs étrangers pour l'année 2021. Et je vois les certificats de sélection du Québec, CSQ, pour l'année 2021, on est rendu à 59 750. Donc, pour ces 30 000 travailleurs étrangers temporaires viennent s'ajouter à l'immigration permanente. Expliquez-nous. Non. Bon. L'immigration temporaire, il n'y a pas que le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a ce qu'on appelle un programme de mobilité internationale où il y en a à peu près 43 000 qui sont pensés par ce corridor-là. Mais là, c'est l'immigration temporaire. Ils ne veulent pas tous rester de manière permanente au Québec. Donc, quand ils empruntent un corridor temporaire, ils ne sont pas contraints d'emprunter un des corridors permanents. Mais quand ils décident d'emprunter un des corridors permanents et qu'ils respectent les conditions de sélection en termes d'années d'expérience, en termes de connaissance du français, ils passent par ce qu'on appelle le corridor pour accéder à l'immigration permanente, puis il y en a deux. C'est le programme d'expérience québécoise, puis le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, s'il n'y a pas nécessairement une adéquation entre le nombre d'immigrants qui sont ici temporairement et ceux qui veulent accéder à la permanence. Mais je veux, plus particulièrement, là, est-ce que l'immigration temporaire s'ajoute à l'immigration selon les programmes d'immigration permanente, ou une partie? Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire là, combien de travailleurs temporaires vont rester définitivement au Québec là, dans les années passées là, et combien restent s'en vont? Bien, vous avez les chiffres là, de demande pour le programme d'expérience québécoise puis le programme des travailleurs qualifiés. Mais dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, je vais vous... Tu sais, sur les 30 000, il y en a 20 000 qui sont dans le secteur agricole, donc qui viennent pour une période de temps, pour une saison, et qui reviennent l'année suivante ou qui ne reviennent pas. Là. Donc, il y a beaucoup de mouvances et il n'y en a pas tant du côté agricole. À mon avis, c'est une minorité qui veulent rester ici au Québec de façon permanente. Et sur les autres, le nombre va en augmentation dans le secteur manufacturier, commerce de détail, hébergement, puis tous les autres secteurs d'activité économique au Québec. Ça, on va le voir au fil du temps. Mais c'est important de distinguer. Québec sélectionne, Ottawa admet. Québec s'occupe d'accueil et d'intégration, Ottawa admet. Puis il y a l'immigration temporaire, puis il y a l'immigration permanente. Les temporaires, ils sont ici, comme le mot le dit, pour une période de temps. Puis les permanents, c'est ceux qui veulent accéder à la résidence permanente et obtenir tous les droits qui découlent de ce statut-là. Merci. Monsieur Donc, il n'y a pas... C'est jamais des calculs 1 + 1 temporaire égale 2 permanents. Là, c'est vraiment pas... Il y a une réalité humaine beaucoup plus complexe. Votre prédécesseur à l'immigration a effectué une réforme du programme d'expérience québécoise qui fait en sorte que, selon les qualifications, il y a des immigrants des travailleurs temporaires qui ne peuvent pas avoir accès à une résidence permanente, les travailleurs les moins qualifiés, C et D. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de travailleurs étrangers temporaires correspondent aux catégories C et D? Merci. Oh mon Dieu, je ne sais pas combien il y en a dans le C et le D. On n'a pas la réponse, on va le vérifier, puis je pourrais vous la donner de façon plus précise. Vous avez dit tantôt que les travailleurs agricoles temporaires, la plupart, vous dites, ne veulent pas rester au Québec, mais selon les informations qu'on a, ces personnes-là n'ont pas le droit de postuler à un programme de résidence permanente au Québec. Ils doivent partir à la fin de leur contrat, ce qui est cohérent avec la réforme qui a été faite du programme PECLO, où les travailleurs les moins qualifiés sont exclus de la résidence permanente. Il n'y a personne qui est exclu. Il y a des conditions de sélection, puis la réforme qui a été complétée par mon collègue à l'époque à l'immigration
ça ne découle pas du type de programme, que ce soit le programme des travailleurs étrangers temporaires, que tu sois agricole ou non, que tu sois un étudiant international. Si tu respectes le nombre d'années d'expérience professionnelle qui dépend de ton statut, pour un étudiant, ça dépend de ton diplôme, et pour les travailleurs étrangers temporaires, il faut être 2 ans d'expérience professionnelle, que tu connaisses le français à un niveau 7, et tu es admissible. Il n'y a pas de barrière pour une personne parce qu'elle provient d'un secteur plutôt qu'un autre. Vous m'ouvrez la porte à une question sur la francisation pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, on leur demande, entre autres, parmi d'autres critères, une connaissance du français du niveau 7. Or, la plupart de ces travailleurs étrangers temporaires ont très peu de la possibilité d'acquérir une connaissance du français ici. Par exemple, les travailleurs agricoles qui travaillent souvent 6 jours par semaine, voire 7, ou d'autres, des gens qui s'en vont dans des régions plus éloignées, etc. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire en sorte que les gens qui voudraient rester ici au Québec en tant que travailleurs étrangers temporaires ne pourront jamais acquérir, par exemple, des compétences linguistiques pour pouvoir y postuler? Non, absolument pas. Les immigrants temporaires n'ont pas à répondre, contrairement à une de vos prémices, selon le niveau 7. Ils ont la période de temps de travail au Québec pour apprendre le français. Et on a augmenté considérablement nos investissements pour les services de francisation, les allocations de participation à temps plein et à temps partiel. Et la personne qui est ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a le temps d'apprendre le français et elle a le temps d'apprendre au point de se rendre au niveau 7 et de présenter une demande pour obtenir un certificat de sélection du Québec en vertu, dans le cas présent, vraisemblablement du programme d'expérience québécoise. Donc, elle a le temps. Elle n'a pas, cette personne-là, qui fait partie de l'immigration temporaire, à répondre à un niveau de connaissance du français. Je reviens à mon sujet principal. Il y en a plusieurs personnes qui sont reliées au domaine de l'immigration qui ont l'impression très forte que vous dépassez, les MIFI dépassent les quotas par l'immigration temporaire. Donc, ce qui n'est pas admis dans l'immigration régulière, c'est admis par l'apport principal, disons, c'est admis par la fenêtre, disons, des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que c'est le cas? Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un processus bilatéral. C'est 2 systèmes qui font partie d'un tout, où on permet à des personnes de venir au Québec pour une période de temps limitée ou pour une période de temps plus longue. Mais quand les besoins sont rencontrés et qu'il y a une volonté de la part de l'immigrant, il faut respecter la volonté de cette personne immigrante-là. Si elle décide d'accrocher son chapeau au Québec, elle fait une demande pour devenir un immigrant permanent. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Puis c'est la meilleure façon de répondre à nos besoins humains, sociaux et économiques. Il vous reste 20 secondes, Monsieur le député. Qu'en est-il de on va l'appeler comme ça, la productivité du programme Arrimalo qui avait justifié, entre autres, la réforme du programme PEC? Trop de gens qui rentraient par les programmes PEC et ça diminuait les rentrées par les programmes Arrimalo. Qu'en est-il? J'ai plus de temps pour ce bloc, Monsieur le ministre. Donc, si la partie gouvernementale veut céder quelques minutes pour que le ministre puisse répondre, est-ce que j'ai Oui, allez-y, Monsieur le ministre, sur le temps du gouvernement pour répondre à la dernière question. Comment le système Arrima fonctionne? En fait, c'est important de mentionner qu'on a modernisé le système d'immigration avec Arrima, plus un portail employeur. Puis Arrima, comme mon collègue le mentionnait souvent, de Bordua, c'est pour permettre de connecter les personnes avec les entreprises en fonction des besoins concrets de notre marché de l'emploi en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, avec la forte popularité du PEC, le PRTQ a eu moins d'emphase, a pris moins de place, puis le système Arrima, c'est pour l'émission des certificats de sélection du Québec. Une personne déclare un intérêt, nous invitons, puis après ça, on fait l'arrimage et ça aboutit à l'émission d'un certificat de sélection du Québec, mais en vertu du
programme régulier des travailleurs qualifiés. Merci, Merci. Madame la Présidente. Merci. Je suis maintenant prête à entendre à nouveau l'opposition officielle pour 16 minutes 55 secondes. Donc, la parole est au député de Viau. Monsieur le député. Merci, merci Madame la Présidente. Merci à mon collègue, le député de la Val-des-Rapides, de m'avoir invité à partager ce temps avec lui pour cette période de questions. Monsieur le ministre, je suis très content à nouveau de vous rencontrer dans notre dossier. Je vais commencer par vous soumettre un dossier. Donc, vous êtes, je crois, le ministre le plus apte à pouvoir y répondre, espérons-le positivement. Il y a quelques jours, mon collègue, le député de la Val-des-Rapides et moi avions rencontré une entreprise en économie sociale d'aide à domicile, Noved, une entreprise de ma circonscription. Et nous avions aussi rencontré lors de cette agréable réunion le regroupement, justement, des entreprises d'aide en économie sociale à domicile. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le ministre, que c'est un secteur névralgique. C'est une entreprise d'économie sociale qui travaille au maintien à domicile de personnes aînées, de personnes en perte d'autonomie. Un secteur névralgique. Et lorsqu'on entend tous les discours des élus de l'Assemblée nationale, du gouvernement sur cet enjeu-là. Vous savez, dans le cas seulement de Noved, donc de la seule entreprise qui est dans ma circonscription, ils ont une quinzaine de personnes qui sont à leur emploi depuis au moins 3 à 4 ans. Ce sont des personnes formées, ce sont des personnes compétentes qui ont à la fois le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour occuper ce type d'emploi. Sauf que ces personnes-là, ces quinzaines de personnes, ont une épée de Damoclès sur leur tête par rapport à la régularisation de leur statut. Quand on sait, Monsieur le ministre, l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre et combien que c'est important d'avoir des personnes compétentes et qualifiées pour venir en aide à nos aînés, qu'est-ce que vous avez à répondre à Noved aujourd'hui sur cet enjeu-là? Merci aux collègues de Viau. Effectivement, c'est toujours agréable de se côtoyer, entre autres en études de crédit. Là, mais donc, évidemment, je reconnais l'importance de l'économie sociale au Québec, puis évidemment, les services d'aide à domicile sont fondamentaux. Et les employés, bon, vous parlez d'une quinzaine d'employés, c'est important d'assurer un accompagnement personnalisé aux personnes. Puis, on a mis en place des services dans les régions du Québec. On a régionalisé le MIFI beaucoup dans les dernières années. On a 9 directions régionales, on a 74 points de service, on a des agents d'aide à l'intégration, des conseillers en immigration, des conseillers en reconnaissance des compétences. Et je suggérerais certainement à l'organisme qui est dans votre comté, auquel vous faites référence, de communiquer avec une direction régionale, puis qu'on ait les faits spécifiques pour permettre de bien informer puis éventuellement d'accompagner les personnes. Je ne sais pas en quel stade ils sont dans notre cheminement d'immigration québécois-canadien, et en donnant l'information, ça vous permettrait que l'accompagnement soit beaucoup plus spécifique. Puis Accompagnement Québec, programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration, nous a permis, par l'augmentation des subventions puis par des ressources humaines régionales, de répondre à ce type de demande-là auquel vous faites référence. Et bien sûr, à Montréal, on est aussi présent et vous pouvez faire la demande pertinente, collègues. Le député de Viau. Merci, Madame la Présidente. Je rappelle que cette entreprise qu'est Noved dessert un peu plus de 2000 personnes qui sont desservies par cette entreprise. Et sur les 70 employés qui travaillent, il y a une quinzaine, Monsieur le ministre, ça fait 3 à 4 ans, qui possèdent une compétence. Et moi, ce que je vous demande aujourd'hui, au-delà du circuit, donc direction régionale, c'est de dire qu'il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un enjeu de s'assurer que nos aînés en particulier puissent avoir les bonnes personnes, les personnes compétentes, donc pour bien les servir. Et ces personnes-là le font déjà. Et le font depuis 3 à 4 ans. Donc, et je vous le dis, c'est un lourd stress, c'est une épée de Damoclès
quotidienne sur la tête de ces personnes-là. Et vous êtes la personne, Monsieur le ministre. Vous êtes la personne qui pourrait éventuellement faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là? Bien, certainement que, bon, je présume que c'est des personnes qui ont un statut temporaire. Je rappelle qu'on les traite équitablement. On a adopté un règlement le 1er janvier 2020 pour s'assurer de bien faire comprendre à ces personnes-là qui bénéficient des mêmes droits puis des mêmes obligations que les travailleurs québécois. Donc, quand je fais référence notamment à la CNESST, c'est en matière d'équité, c'est en matière de normes, c'est en matière de santé et sécurité du travail. Donc, je fais le message à ces personnes-là qu'elles ont accès aux conditions de travail, à un environnement de travail sain et sécuritaire, exempt de tout risque pour leur santé, sécurité, intégrité physique ou psychique. Et je pense que c'est un message qui est extrêmement important à envoyer. Souvent, on a l'impression que c'est un groupe de travailleurs qui est plus vulnérable. Dans certaines organisations, c'est ce que j'ai constaté. Ceci dit, la grande majorité des employeurs, puis je présume que votre regroupement en fait partie, traite bien. Puis, le cas échéant, il faut faire le message à ces travailleurs, travailleuses-là qui font un travail humain extraordinaire, qu'ils ont accès à toutes les ressources qui s'imposent. Et si vous le souhaitez, moi, je suis prêt à demander à quelqu'un de mon équipe de communiquer avec votre directeur, le directeur général, demain, pour offrir un accompagnement qui est vraiment personnalisé à votre organisme. Alors, collègue de Viau, c'est une offre. Si elle est acceptée, nous y donnerons suite demain. Toute bonne offre est toujours la bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. La deuxième question, vous allez me pardonner, peut-être que c'est une question qui m'aura un peu émotif, Monsieur le ministre, parce que ce sont des personnes que je côtoie sur une base régulière dans ma circonscription, un peu partout à Montréal. Ce sont des personnes dont je connais leur trajectoire migratoire. Il y a un peu plus de 2 ans, il y a plusieurs coalitions d'organismes en matière d'immigration. Je pense entre autres à la TCRI. Il y a eu des universitaires, des intellectuels, des membres de la société québécoise qui se sont levés pour dire que ces anges gardiens, ces femmes et ces hommes qui nous aident à passer à travers la pandémie, qu'il fallait les aider. Et une façon de reconnaître leur contribution, c'était de régulariser leur statut. Le Premier ministre du Québec a décidé alors de créer ce que je qualifie une loterie première vague. Où cette loterie première vague, où seulement celles et ceux qui ont travaillé une centaine d'heures lors de la première vague, avant août 2020, étaient admissibles. Or, aujourd'hui, nous sommes à la 6e vague. Le bilan d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui de la pandémie, 18 nouveaux décès, 14 personnes aux soins intensifs. 6e vague, nous avons encore ces femmes et ces hommes qui sont dans nos centres hospitaliers, dans nos CIUS, dans nos CHSLD, qui soutiennent, qui accompagnent, qui soignent. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, Monsieur le ministre, et je sais que le Québec, je sais que mon Québec a déjà été beaucoup plus généreux que ça. Pour ces femmes et ces hommes, qui aident, ces anges gardiens, comme le Premier ministre les a appelés lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut décider à faire pour soutenir, pour reconnaître l'apport et la contribution de ces personnes? Oui. Il y a un programme spécial pour les demandeurs d'asile qui est entré en vigueur le 14 décembre 2020. C'est important de reconnaître l'effort collectif de ces personnes-là. Durant la pandémie, c'est des personnes qui ont donné des soins de première ligne, qui ont vraiment contribué à ce que les Québécois, Québécoises devaient faire en période pandémique, c'est-à-dire assurer des soins de santé à des personnes qui en avaient besoin, particulièrement les personnes aînées. Et donc, ce programme spécial-là a permis d'avoir un accès
rapide à l'émission du certificat de sélection du Québec pour éventuellement obtenir leur résidence permanente. En date du 31 mars 2022, il y a 3342 personnes qui ont obtenu un certificat de sélection du Québec et il y en avait 2071 qui avaient obtenu leur résidence permanente. Donc, c'est vraiment un programme exceptionnel qui démontre l'ouverture du Québec à accueillir ces personnes-là, encore une fois, qui ont rendu des services d'une immense dignité humaine aux Québécois et aux Québécoises. C'est un programme exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles et donc le Québec a fait ce qui s'imposait dans les circonstances. Alors, ce que le Québec a fait, vous dites, Monsieur le ministre, ce qu'il fallait, mais comme je l'ai précisé dans ma première question, seulement pour les personnes donc, qui ont travaillé dans la première vague et qui ont cumulé une centaine d'heures. Et qu'en est-il? Et comme je vous l'ai dit, Monsieur le ministre, et vous le savez, il y a eu une deuxième, il y a eu une troisième, il y a eu une quatrième, il y a eu une cinquième, et nous sommes dans la 6e vague. Or, toutes ces personnes qui ont travaillé dans les 5 vagues subséquentes, ces personnes-là se retrouvent exclues. Je rappellerai, puis en passant, vous avez fait mention de la TCRI. Je suis allé dans les dernières semaines rencontrer le conseil de cette table qui fait un travail exceptionnel. Le programme ne s'est pas limité à une vague. Le programme a été fermé le 31 août 2021. Et je le répète, c'est un programme qui était le reflet de l'ouverture du Québec à bien accueillir, s'assurer d'émettre des certificats de sélection du Québec de manière exceptionnelle. Et au-delà de 2000 de ces personnes-là ont même obtenu leur résidence permanente. Mais 3342 ont déjà obtenu le certificat de sélection du Québec. Quand on dit que c'est exceptionnel, c'est une exception, c'est pas la règle. On ne transformera pas un programme spécial en un programme régulier. Encore une fois, on reconnaît leur effort collectif. Il y a un signe important d'appréciation par la mise en place de ce programme spécial-là, puis je pense qu'on peut en être fier. Absolument, donc vous avez raison, et moi je suis toujours dans cette reconnaissance d'un programme spécial. Je connais très bien l'histoire des programmes spéciaux en matière d'immigration au Québec, donc que ce soit en 2010, lors du tremblement de terre, que ce soit dans le cas des Syriens. Donc, je connais l'histoire des programmes spéciaux. Mais tout compte fait, Monsieur le ministre, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Une autre question que j'aimerais vous poser, Monsieur le ministre. Aujourd'hui, il y a des étudiants étrangers francophones. Et je pense entre autres à nos concitoyennes, concitoyens du Sénégal, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, autant de citoyens qui vivent un double problème. Et le double problème est celui-ci, Monsieur le ministre. Il y a bien sûr le taux de refus des étudiants universitaires francophones. Par exemple, quand on voit un taux de refus de 70% par rapport à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Rimouski. Mais il y a cet enjeu-là. Mais ce que nous disent beaucoup de ces étudiants-là, il y en a actuellement qui sont au Québec, qui sont en train de migrer vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick à cause de la difficulté qu'ils ont, comme étudiants étrangers, à être reconnus au Québec, à être insérés dans la société québécoise. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces étudiants universitaires qui ont choisi le Québec comme terre francophone? Leur dire que, en ce qui concerne le parcours québécois, on respecte des délais extrêmement rapides parce que la personne fait une demande, par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, elle est admise. Nous, c'est d'émettre un certificat d'acceptation du Québec. Et ça, on le fait dans des délais de quelques jours. Et après ça, la personne doit obtenir un permis d'études d'Ottawa. Ça, collègues, je l'ai dénoncé. Il y a des taux de refus tout à fait
intolérable et inacceptable pour les étudiants internationaux qui proviennent de pays francophones. Et ça, c'est partout au Canada. Je l'ai dénoncé, je mets de la pression sur Ottawa, j'ai rencontré en personne à Montréal récemment mon homologue, M. Fraser. Les explications ne me satisfont pas. C'est incomparable avec les taux de refus des étudiants internationaux qui proviennent de pays anglophones. Donc, je suis en train de m'assurer de bien identifier les causes et de remédier à ça. C'est 79 de taux de refus à l'UQTR, en Outaouais, 73 Merci, à Rimouski, 71 J'ai une dernière question rapidement. Oui, bien sûr, excusez-moi. Important pour moi aussi, et je crois pour vous aussi, parce que la question de la pénurie de main-d'œuvre, la qualification des gens sont importants. L'accès au métier, à la formation professionnelle et au cégep pour les enfants des personnes qui sont en attente de régularisation de leur statut. Dans beaucoup de cas, Monsieur le ministre, ce sont des personnes qui vont rester au Québec. Nous avons à gagner comme société, à nous assurer que les enfants de ces personnes-là puissent avoir accès à une formation professionnelle et au métier. Est-ce que vous pouvez, comme ministre de l'Immigration, comme ministre aussi de l'Emploi et du Travail, vous assurer que ces enfants-là puissent avoir accès? Bien, c'est une question que je vais examiner, mais je vais me prononcer de nouveau sur le potentiel des étudiants internationaux. C'est incommensurable pour le Québec. C'est des personnes qui viennent ici, qui vont dans nos régions francophones, qui se font souvent des conjoints-conjointes, qui décident de s'établir, ils se trouvent une job, ils commencent à travailler, ils demandent la résidence permanente. Ces étudiants internationaux-là, ça m'apparaît crucial que nous puissions aussi les orienter le plus possible vers les collèges et les universités dans les régions francophones et s'assurer de les permanentiser, de les aider à se permanentiser. Fait que je crois beaucoup en ce potentiel humain-là. Merci beaucoup. Je suis maintenant prête à entendre la troisième opposition, le député de Matane-Matapédia pour 12 minutes, 9 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Vous savez, pour moi, immigrer au Québec, c'est un privilège. Et c'est une chance également qui permet à des femmes, des hommes et des enfants d'améliorer leur vie, de participer à l'aventure québécoise, de se joindre à nous dans nos hivers comme dans nos étés pour vivre une aventure nord-américaine en français. Et le Québec peut être fier de sa grande tradition d'accueil. Au Parti québécois, de Jacques Couture en passant par Gérald Godin jusqu'à aujourd'hui, cet enjeu-là a toujours été un enjeu important. Et québécois, celui qui habite le territoire du Québec, qui souhaite participer à cette aventure. Et à travers le temps, on a accueilli des gens de partout dans le monde, la diaspora haïtienne, des Boat People vietnamiens, des gens de partout dans le monde, des immigrations successives qui sont devenus des Québécois à part entière. Mais il y a des exigences aussi. Et le Québec, c'est pas le Canada. Et je sais que lorsque, dans bien des cas, on indique aux futurs immigrants qu'ils viennent au Canada, on leur dit pas beaucoup ce qu'est le Québec. Mais le Québec, essentiellement, c'est une société française, avec une seule langue commune. Une société où les hommes et les femmes sont égaux, où il y a la laïcité des institutions. Ce sont des enjeux qui sont importants. Et vous avez réalisé comme ministre, en arrivant en poste, qu'en matière d'immigration, on a de grandes ambitions, qu'elles soient humaines ou en matière de travail, et que vous ne détenez pas tous les pouvoirs. Alors, pouvez-vous m'indiquer, parce que vous les réclamez, les pouvoirs qu'il manque au Québec en matière d'immigration? Oui, Monsieur le ministre. Merci, c'est une excellente question, collègue de Matane-Matapédia, comme tout le temps. Heureux, encore une fois, d'être avec vous. Je voulais mentionner avant l'ouverture de notre discussion les pouvoirs qui manquent. En fait, c'est important pour moi de redire que l'espèce de compétence partagée ou l'espèce de compétence qui découle de l'accord Canada-Québec engendre des délais, engendre une certaine inefficacité. Et c'est important pour nous autres d'avoir un contrôle accru en matière d'immigration. Particulièrement, le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme fédéral qui est géré par Ottawa et Québec.
On a les partenaires du marché du travail ici au Québec pour récupérer ce programme-là, puis le gérer en fonction de nos besoins qui sont spécifiques au Québec. Puis vous l'avez mentionné, l'environnement québécois, il est distinct. Il y a le fait français, il y a la culture, il y a les valeurs québécoises. Et on est capable, avec nos partenaires qui sont à la Commission des partenaires, donc il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a la sélection de ceux qui font partie du regroupement familial. Et moi, je pense qu'en matière de sélection, on doit avoir les pouvoirs qui conviennent à la réponse à nos besoins qui sont véritablement spécifiques. Merci. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, ce que je retiens de l'intervention du ministre, c'est qu'il y a des délais, il y a une nécessité d'avoir davantage de contrôle, puis on est capable. Donc, on serait capable de gérer l'entièreté de l'immigration au Québec. Je crois avoir bien décidé que c'est ce que le ministre nous indique. On est capable de gérer l'ensemble de l'immigration au Québec. Bien, il y a un accord Canada-Québec qui prévoit, bon, au Québec, on a transféré l'accueil et l'intégration d'Ottawa à Québec. On a dit Québec sélectionne, Ottawa admet. Moi, je pense qu'il faut redéfinir le partage des responsabilités dans cet accord Canada-Québec-là. Et je pense qu'on a les ressources, on a le réseau partenarial, on a les organismes communautaires, on a les partenaires locaux et régionaux qui nous permettraient de prendre beaucoup plus d'espace en immigration. Il est acquis que nous sommes capables. Il est souhaitable également pour le Québec, pour les objectifs que vous poursuivez et ceux que ma formation politique poursuive, que nous soyons le seul maître d'œuvre. Je veux dire, l'objectif n'est pas d'améliorer un partage de compétences avec le gouvernement fédéral si ça occasionne délai, perte de contrôle et incapacité. Je reprends presque vos mots. Alors, considérant tout cela, vous avez été peut-être le ministre le plus actif pour réclamer des pouvoirs supplémentaires à Ottawa. Pas vu ça en culture, pas vu ça dans d'autres domaines, mais vous l'avez fait, et je veux vous en féliciter. Alors, vous avez fait une demande par l'entremise du premier ministre auprès du gouvernement canadien pour avoir les pouvoirs qu'il nous manque. Pouvez-vous me rappeler quelle a été la réponse du gouvernement fédéral à cette demande? Monsieur le ministre. La réponse a été négative. Je suis cependant convaincu, puis il y a un article qui le prévoit clairement dans l'accord Canada-Québec, qu'on peut envoyer un avis de négociation de 6 mois. Et il faut amorcer un dialogue avec Ottawa, il faut redéfinir le contenu de cet accord-là, puis il faut s'assurer de récupérer le maximum de pouvoirs qui vont nous permettre de répondre à nos besoins, de préserver le poids démographique du Québec et d'assurer la vitalité puis la pérennité du fait français. Monsieur le député. Madame la Présidente, le ministre l'indique, la réponse a été négative. Je crois que 24 heures a duré cette revendication. C'est presque un record. Si je suggère au ministre que ces discussions, ces échanges dans le but d'augmenter le pouvoir du Québec existent depuis 1867, et si des avancées significatives existaient, ça se saurait. Je suggère au ministre que moi qui est au cœur du dossier de l'avenir de la langue française à travers la loi 96 et à travers mon engagement politique personnel depuis 25 ans, une de mes principales préoccupations, c'est que, comme le gouvernement fédéral contrôle une grande partie du jeu et qu'il en a peu à faire de la vitalité du français, notamment à travers les seuils d'immigration, puis on y verra, vous et moi, et ceux qui ont à cœur l'avenir du Québec, nous sommes coincés. Nous ne contrôlons pas une donnée essentielle. Nous ne pouvons choisir qui nous invitons au Québec, à quelles conditions et qui, comme nous le souhaiterions. Alors, en conséquence, on peut bien continuer les échanges, mais dans le régime canadien, lorsqu'on y fait confiance, lorsqu'on y nourrit les espoirs, ce qui est manifestement le cas du ministre, mais pas le mien. Moi, je n'ai plus d'attente face au gouvernement canadien. Hein? Je l'ai exprimé ce matin, je crois que je suis barré à Buckingham Palace. Comme certains sont barrés à Moscou. Je n'ai pas d'attente. Alors, si c'est utile, si c'est souhaitable d'avoir tous les pouvoirs, si on les demande et on ne les obtient pas, qu'est-ce qu'il nous reste sinon une espérance que vous avez et que je me demande bien comment vous pouvez l'avoir? Monsieur le ministre.
Je peux quand même référer à des ententes en matière de formation de la main-d'œuvre. Depuis notre arrivée au pouvoir, on a fait des ententes. On a récupéré une entente pour l'intégration des personnes handicapées. On a récupéré au Québec la stratégie emploi compétences jeunesse et on a obtenu des modifications à nos ententes. Pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, je rappellerai aux collègues de Matane-Matapédia, on a quand même négocié des assouplissements qui répondaient aux besoins du Québec. Moi, je crois au dialogue. Je ne dis pas qu'on est complètement dans une impasse, mais je ne me contenterai pas de oui puis de non. Quand on s'assoit en table de négociation, collègues, on fait des demandes. Ouais. Et si le dialogue, dans notre cas, tant en formation de main-d'œuvre que pour l'immigration temporaire, ça a donné des résultats, ça a donné lieu à des ententes, puis je crois en la capacité du Québec d'utiliser son rapport de force. C'est pas l'enjeu. Avec le consensus québécois. Je dis, on n'est pas dans une impasse totale. Député de Matapédia, voulez-vous laisser le ministre terminer? Il y a encore du temps en version... OK, peut-être que j'ai mal interprété la question, là, mais moi, je ne me contente pas de oui et de non. J'avais compris ça. OK. Comme on dit en droit, ceci respectueusement soumis. Vous comprendrez que des ententes administratives, vous comprenez le sens de ce que je vous dis, il y en a une, il y a 25 ans, Louise Arel, on fête là, dans les jours, là, en matière de main-d'œuvre. On a négocié, nous, gouvernement indépendantiste, les commissions scolaires confessionnelles. C'est la normalité, c'est pas exceptionnel, c'est pas une révélation. Mais sur les enjeux qui comptent le plus, l'argent et l'immigration, l'argent pour la santé, l'argent pour la main-d'œuvre, l'argent pour l'éducation. Vous le savez, c'est quoi la réponse? C'est toujours non. Il n'y a aucun rapport de force, même en temps électoral. Pour ce qui est de l'immigration, là où ça compte, où ça définit un pays, où ça définit le Québec, où ça va contribuer à affaiblir le fait français, parce que c'est la principale cause. Si on n'a pas les ressources pour bien accueillir les gens, bien franciser, bien les intégrer, faire en sorte que le français demeure la langue commune, bien, on est submergé, dans le sens qu'on ne pourra pas y arriver. Et le gouvernement canadien ne semble pas préoccupé par ça. Moi, j'ai confiance que le gouvernement du Québec, quelle que soit la formation politique, serait capable de bien gérer l'immigration. On est capable. Je suis de cette école-là en politique. Mais je ne crois pas qu'on va y arriver. Et c'est une des raisons qui renforce l'idée que nos parcours politiques sont différents. Moi, je pense qu'on est capable de gérer tous les pouvoirs, et c'est pour ça que je suis indépendantiste. Et je le suis toujours. Et je veux bien croire votre espoir, puis vous êtes une personnalité que j'apprécie beaucoup, toujours positive, toujours agréable avec ses collègues, et c'est reconnu, je l'ai dit devant le public. Mais on travaille avec des gens qui en ont peu à faire des besoins du Québec, de nos dossiers, de notre attitude. Je vous trouve très patient, mais moi, je n'ai plus cette patience-là. Et pendant ce temps-là, Montréal s'anglicise. Le français va finir par devenir la deuxième langue à Montréal et autour, à vitesse grand V. Et faute d'avoir un projet de loi costaud, comme le promettait l'autoproclamé votre ministre de la langue, je me tourne vers vous à l'immigration en disant que c'est à vous de jouer. Monsieur le ministre. Si vous me permettez, puis d'ailleurs, le dernier recensement canadien nous démontre que 80% de l'augmentation de la population provient de l'immigration, collègues. Une personne en emploi sur 10, il y a 10 ans, provenait de l'immigration, alors que c'est maintenant 2 sur 10. Si on veut protéger le poids démographique du Québec et le fait français, c'est certain que l'immigration est une clé extrêmement importante. Puis tous les experts reconnaissent que l'immigration francophone, dans les régions francophones, est certainement l'avenue que nous devons emprunter. Et je vous dirais, je le partage avec vous, je le vis depuis 5 mois. Puis ça m'irrite souvent, cette espèce de dualité de compétences. Dommage. En terminant, c'est terminé. Merci beaucoup. J'en reviendrai, Monsieur le ministre. Je suis prête à entendre à nouveau le député de Laval-des-Rapides pour une période de 16 minutes 55 secondes. Monsieur le député, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Monsieur le ministre, la réforme du PEC, du programme Expérience québécoise,
Est-ce que vous la qualifiez comment la qualifiez-vous, la réforme du PEC, quelques années après votre réforme de votre gouvernement? Monsieur le ministre. Je ne sais pas à quoi vous référez. Je pense que... Est-ce qu'elle répond à vos attentes? Est-ce que quelques années plus tard, le bilan, l'analyse, si vous n'avez pas de réponse, c'est correct aussi? Non, mais je pense que la réforme s'imposait, répondait à des contraintes que le programme, dans sa mouture précédente, imposait au Québec. Et elle a été faite après de multiples consultations. Moi, je me souviens d'avoir participé à une de ces consultations-là avec la Commission des partenaires du marché du travail. Évidemment, ça ne fait jamais l'unanimité quand on fait une réforme. Ceci dit, dans la pratique, c'est un programme qui est extrêmement apprécié et populaire. On le voit par les chiffres de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants internationaux qui demandent des certificats de sélection québécoise par ce programme-là. Alors, vous êtes conscient, le fait d'avoir ajouté une année de plus parmi les critères pour l'octroi du certificat de sélection, entre autres, c'est un des éléments qui est venu allonger le processus d'obtention de la résidence permanente. Bien, c'est sûr qu'on va évaluer les retombées par l'écoulement du temps. S'il y a des adaptations à faire, elles pourront être faites, mais souvenez-vous qu'on avait la volonté d'utiliser le système ARIMA à son plein potentiel pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité économique au Québec. Et la popularité du PEC a empêché le système ARIMA d'atteindre sa pleine efficacité, mais là, on est en train de voir les chiffres qui montent. Merci beaucoup. Monsieur le député? Donc, la réforme ajoute un délai additionnel à travers un critère qui n'existait pas auparavant, un programme qui fonctionnait déjà très bien. Et tout ça a eu des répercussions à travers les décisions de ce gouvernement sur l'accumulation de l'inventaire à Ottawa. Un inventaire qui compte plus de 40 000 dossiers en attente de traitement. Okay? Ottawa pourrait augmenter considérablement les budgets et le personnel d'Immigration Canada, ce qu'il vient de faire d'ailleurs, mais ça ne changerait rien à la problématique des inventaires. L'inventaire existe parce qu'il représente un volume de candidats supérieur au volume annuel d'admission que le gouvernement du Québec s'est fixé lui-même. Vous ne voyez pas là une contradiction, puis justement une des conséquences de votre propre réforme, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre? Absolument pas. Je vous répète que l'intention, c'était d'abord de s'assurer que les certificats de sélection émis en vertu du programme régulier de travailleurs qualifiés soient en augmentation, parce que le système ARIMA, plus il va être efficace, plus il va être utilisé par le biais des déclarations d'intérêt et des invitations, plus on va être en mesure de répondre aux besoins concrets de notre marché de l'emploi. Puis je le répète, l'inventaire, au 1er janvier 2018, il y en avait un qui était de près de 100 000, puis pour les travailleurs qualifiés, il était à 38 500. Il est à 48 100, et quand on considère l'arrêt des opérations à Ottawa pendant l'année 2020 en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières, il n'y a pas d'écart qui se justifie autrement que par le ralentissement fédéral. Là, fait que c'est pas ce qui était voulu. Puis il y a beaucoup de personnes qui passent par le PEC encore en vertu des anciennes conditions de sélection parce qu'il y avait une date butoir où, avant cette date-là, on avait des droits acquis. Donc, ça continue selon les mêmes conditions. Là, fait qu'il n'y a pas eu d'impact à cet égard-là. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on va mesurer les retombées. Merci beaucoup. Monsieur le député. Madame la Présidente, les candidats qui obtiennent des certificats de sélection à travers le programme d'expérience québécoise qui sont intégrés au marché du travail, complètement francophones, intégrés à la société québécoise, qui perdent espoir, vous les connaissez comme moi, Madame la Présidente, là, et sûrement qu'ils appellent à votre bureau également, comme plusieurs d'entre nous, pour, en désespoir de voir les délais s'allonger et qui considèrent déménager à l'extérieur du Québec. Est-ce que c'est ça, la réalisation du discours de ce gouvernement qui était de dire d'en prendre moins pour en prendre soin? Monsieur le ministre.
Non, au contraire, je pense que la volonté, c'est d'admettre plus de personnes, d'émettre plus de certificats en vertu du programme d'expérience québécoise. Et l'inventaire, il découlait beaucoup, souvenez-vous, collègues, au manque de contrôle du gouvernement qui nous a précédés sur la façon dont ce programme-là a été administré. Puis la réforme a ajouté une certaine efficacité. Votre point, c'était quant à l'impact des seuils. L'inventaire pour les travailleurs qualifiés, là, les personnes qui sont au Québec, là, je le dis, il faut les prioriser, puis je le mentionne à Ottawa. Ces personnes-là doivent être admises dans les meilleurs délais possibles. Notre CSQ, 47 jours, délai moyen, puis après ça, c'est 31 mois. On ne peut pas se reprocher au Québec de ne pas avoir des délais raisonnables. Si les personnes s'en vont, puis il y a des immigrants temporaires qui peuvent s'en aller dans une autre province, puis il y a des immigrants temporaires qui peuvent quitter le Québec, l'Ontario, pour s'en venir au Québec. Tu sais, il y a des conditions à respecter si c'est une étude d'impact sur le marché du travail puis qu'elle est refaite ailleurs. Une personne peut se déplacer d'un employeur à l'autre ou d'une province à l'autre, mais non, les travailleurs qualifiés, ça me préoccupe constamment, puis les médias rapportent des cas de personnes qui sont au Québec, qui parlent français, qui sont à Rimouski, qui sont à Val-d'Or, puis qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas admis. Puis c'est pas moi qui ai le pouvoir d'admettre. Merci. Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Mais, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, vous ne voyez pas une corrélation entre le fait d'émettre un plus grand nombre de certificats de sélection que les propres limites que vous vous êtes fixées au niveau des seuils? Il y a clairement un lien, un goulot d'étranglement entre le fait d'émettre un plus grand nombre de CSQ versus les propres seuils que vous vous êtes fixés. Non, absolument pas. Je le répète, en 2020, il n'y a eu que 26 000 admissions au Canada, puis en 2021, 50 000 quelques cents. 50 000, mettons 500 à peu près. C'est pour ça qu'une partie du rééquilibrage a été faite, parce qu'en 2020, notre seuil était à 47 500 au maximum. Donc, non, il n'y en a pas de goulot d'étranglement. Il y a des inventaires que vous aviez, pour la grande partie, déjà accumulés quand on est arrivé au pouvoir. Nos seuils n'ont pas été, à ce jour, une contrainte, mais absolument pas. C'est les délais d'admission à Ottawa qui sont inacceptables. Merci. Merci. Monsieur le député. Madame la Présidente, merci pour ce rappel. C'est bien. Désolée. Vous me faites répéter, hein? Monsieur le ministre, je vais revenir, je vais changer un peu de sujet maintenant sur la capacité d'intégration du Québec. OK. Quand je vous ai entendu récemment mentionner votre objectif à travers des missions de recrutement et de 3 000 candidats destinés à travers l'ensemble du Québec, et que vous répétez, comme plusieurs de vos collègues, l'importance du français, et nous sommes tous des adeptes ici de l'importance du français, de l'adopter, de le chérir et de l'utiliser au quotidien. Mais j'ai vraiment une question. Quand vous avez décidé, vous avez annoncé que vous mettiez une emphase particulière sur des pays francophones, que vous souhaitiez recruter des candidats pour par la suite les référer en région. Je vous pose une question. Si demain, vous commencez à vous promener avec une ceinture et des bretelles, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau-là? Absolument pas. Je demeure convaincu que la connaissance du français, à l'arrivée, où on peut aussi franciser de l'étranger, est un des atouts que le Québec possède pour assurer le fait français, sa vitalité, sa pérennité. Et dans les 3 dernières années, d'ailleurs, les programmes dont nous contrôlons la sélection, c'est-à-dire les immigrants économiques, on est passé d'un taux de 55 à 84 à l'émission des certificats de sélection du Québec qui déclaraient connaître le français. Fait que la régionalisation puis la connaissance du français, c'est 2 éléments sur lesquels il faut mettre énormément d'accent. On a créé le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration,
le programme d'appui aux collectivités. On travaille beaucoup avec les acteurs locaux régionaux. On a régionalisé les services d'immigration. Et c'est une croyance fondamentale. Puis quand on fait du recrutement, je l'ai mentionné, on va privilégier les pays francophones et francotropes. Merci, Monsieur le député. Mais justement, Monsieur le ministre, c'est que quand on parle de régionalisation de l'immigration, on parle nécessairement d'immersion dans un environnement complètement francophone, de personnes immigrantes qui ont déjà une certaine connaissance du français, mais qui ne maîtrisent peut-être pas le français complètement à leur arrivée, mais qui ont déjà une certaine connaissance, parce qu'ils doivent suivre des cours à l'étranger. À ce moment-là, pourquoi mettre autant d'emphase sur des pays complètement francophones? Je ne parle pas des pays francotropes, là, mais des pays francophones. C'est plus facile de les accompagner vers des régions francophones. Encore aujourd'hui, il y a près de 75% des personnes immigrantes qui s'installent à Montréal. Et je vous rappellerai que le taux de chômage des personnes immigrantes dans les 5 premières années, il s'est amélioré parce qu'on accroît notre capacité d'accueil et d'intégration, mais il est encore de 13,2 %. Il était de 16,4 %, 17 %, 18 % dans les années antérieures. Pour les personnes immigrantes, globalement, c'est 9,1 % de taux de chômage au Québec. Donc, c'est fondamental de s'assurer que ces personnes-là puissent être arrimées avec nos besoins dans les régions. Je me promène partout au Québec, dans toutes les régions. Je sens le sentiment d'accueil auquel référait le collègue de Matane-Matapédia. On veut que les personnes s'intègrent, mais pour réussir l'intégration et qu'elle soit la plus harmonieuse possible, ça passe non seulement par les régions, mais par la connaissance du français. Merci. Dès que possible à l'arrivée. C'est parce que le discours du ministre ne fait aucune nuance entre avoir une certaine base de français et avoir une pleine connaissance du français. C'est là que je fais référence à avoir des ceintures et des bretelles, avoir une pleine connaissance du français quand vous allez vous donner comme objectif de recruter principalement dans des bassins complètement francophones et de les régionaliser. C'est presque une contradiction. Ces nouveaux immigrants, qu'ils soient à Montréal ou en région, ne vont pas contribuer à l'anglicisation du Québec. C'est là qu'il n'y a aucune nuance dans votre discours. Moi, ce que je fais référence implicitement, c'est d'ouvrir ou d'élargir encore plus grand vos bassins d'immigration et non pas de vous limiter à des bassins francophones, principalement, comme vous l'avez fait référence. Et en plus de ça, de parler de régionalisation. Je peux comprendre de régionalisation de l'immigration pour des caractéristiques économiques, mais des régionalisations d'immigration pour des caractéristiques linguistiques, il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune cohérence dans votre discours, à part un discours peut-être dogmatique. Mais moi, ce que je peux vous dire, je reste respectueux, ce que je peux vous dire, monsieur le ministre, c'est que vous le connaissez autant bien que moi, à même vos équipes, la quantité, puis mon collègue de Matane-Matapédia pourra vous dire, la quantité d'immigrants non francophones, non issus de pays francophones, mais qui avaient une certaine connaissance du français, mais qui sont dans un environnement complètement francophone, qui sont restés en région, qui ont adopté la langue et qui sont pleinement intégrés. Et ça, c'est des histoires à succès. Et à travers votre discours, vous ne semblez pas croire que c'est encore possible de régionaliser des personnes qui ont une base de français et qui vont adopter la langue et adopter les régions et rester en région par la suite. Absolument. Puis, c'est important ce que vous mentionnez. Quand je parle des pays francotropes, là, les pays latins notamment, là, le Québec ne ferme pas ses frontières aux personnes immigrantes qui ne parlent pas français. Puis la régionalisation est une façon de bien intégrer ces personnes-là. Mais le français, ça peut se faire aussi dès l'arrivée, puis on a investi des montants considérables qui ont augmenté au fil des années pour des services de francisation. Dans toutes les régions, on a des allocations de participation à temps complet puis à temps plein. Il y a une augmentation considérable de personnes qui participent à nos cours de français dans les régions. Et ça, je pense que c'est important pour moi de résumer en disant que le français nous permet de relever 2 défis qui m'apparaissent fondamentaux au Québec. Oui, vous avez fait référence aux défis économiques, mais il faut faire référence aussi aux défis français, qui pour moi, cette
dualité-là. Je comprends, mais c'est parce qu'on parle de... Donc, on relève deux défis en même temps, parce que la vitalité du français, constater que le poids démographique du Québec est en baisse, constater le phénomène d'anglicisation qui a été relevé par tant Statistique Canada que l'Office québécois de la langue française, comme langue parlée à la maison, comme langue d'usage, comme langue commune, partout. Okay. Le français doit être préservé si on veut assurer un avenir qui est efficace, qui est solide aux Français. Ça passe notamment par l'immigration francophone. Encore une fois, on n'exclut pas les personnes qui ne parlent pas, mais on va les accompagner. Merci, M. le député. Je vais juste vous reprendre sur quelque chose que vous venez de mentionner, M. le ministre. S'il vous plaît, arrêtez de faire allusion à la langue parlée à la maison. C'est une insulte. C'est une insulte parce que la langue parlée à la maison, ça dépend pas du gouvernement. C'est un choix personnel, M. le ministre. C'est un choix personnel. Et elle ne devrait pas être utilisée comme un facteur pour déterminer si le français avance ou recule au Québec. Je ne veux pas me prononcer sur le mérite, là, collègue. Là. Je ne veux pas vous offenser. Je vous dis juste que c'est une statistique qui existe et c'est un des éléments soulevés par l'Office québécois de la langue française. Puis je ne me sens pas offensé de dire que le français, partout, dans toutes les tentacules où c'est possible de le faire, de la société québécoise, doit être reconnu comme la langue commune. Puis mon collègue, avec la loi 96, le fait très bien aussi. Mais M. le ministre, elle est trompeuse, ces statistiques-là. C'est une statistique qui existe. Non, mais elle est trompeuse parce qu'elle ne traduit pas... Donc, je mets un terme à ce bloc-là. Nous sommes maintenant rendus au bloc du gouvernement et Monsieur le député de Portneuf, vous avez 13 minutes 39 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Très heureux d'être là avec vous ce matin. On parle depuis tout à l'heure d'immigration, mais je voulais aussi rappeler que, et mon accent me trahit toujours, moi je suis issu de l'immigration également, je suis aussi copropriétaire d'une entreprise dans un lieu de villégiature, et j'ai l'occasion, lorsque je rentre à la maison, de rencontrer bon nombre de gens qui ont cette chance, et je reprendrai les termes du député de Matapédia, ce privilège de pouvoir s'établir ici. Donc oui, parfois le parcours est ardu, parfois c'est compliqué, parfois c'est long. Moi-même, lorsqu'il y a 22 ans, lorsque je suis arrivé ici, ça a pris 2 ans. Je trouvais ça interminable, mais aujourd'hui, je suis reconnaissant que finalement, l'analyse de mon dossier ait pris ce temps pour qu'on s'assure justement que je sache parler convenablement français, etc. Bref, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on l'espère, mais au final, ça rend des gens heureux, et bien entendu, nous, on est très heureux d'accueillir cette immigration. Je voulais vous remercier, profiter de ce petit instant, Monsieur le ministre aussi, pour vous remercier de votre récente visite dans Portneuf. C'est une visite intéressante, et je sais que vous emmenez partout au Québec, mais intéressante parce que vous avez pu le constater, nos entrepreneurs, notre population fait preuve de toutes sortes d'ingéniosité pour favoriser donc cette installation de l'immigration dans nos régions, parce que c'est essentiel. Moi, j'ai la chance d'appartenir à la capitale nationale, mais Portneuf est une circonscription plus rurale, et donc les réalités qu'on vit à Québec intramuros sont bien différentes dans Portneuf. Donc encore une fois, merci, et je voulais saluer bien entendu au passage Madame Savard que vous avez rencontrée, et aussi Accès Travail Portneuf, qui est un partenaire dans la favorisation finalement de l'installation de l'immigration dans Portneuf. On parle depuis tout à l'heure de la francisation, et c'est bien entendu un enjeu important qui m'est cher aussi. C'est pas toujours facile non plus en région de pouvoir accéder au cours de francisation, parce que, et je prendrai l'exemple, et je sais que là on parle de réfugiés, mais je prendrai l'exemple tout récent de 3 personnes ukrainiennes qui sont arrivées dans Portneuf. Finalement, on se faisait une joie de les accueillir, une joie de tout mettre en œuvre pour qu'elles restent chez nous. Et finalement, elles ont décidé de se diriger vers Québec parce que c'était plus simple, parce qu'elles n'avaient pas d'automobile. Donc, oui, je sais que là, on parle de réfugiés, mais c'est vrai aussi lorsqu'on parle de gens qui viennent s'installer dans des lieux un petit peu plus éloignés des endroits où on peut donner les cours. Vous parliez, il y a quelques instants,
du nombre de personnes inscrites justement à ces cours de francisation. Vous parliez d'une augmentation. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations à propos de cette augmentation de nombre de personnes qui sont inscrites au cours de francisation? Oui, bien sûr. Mais en préliminaire, j'aimerais rappeler l'homme remarquable que vous êtes, puis je l'ai constaté en allant dans votre comté, en rencontrant plusieurs des acteurs socio-économiques de votre comté, à quel point vous êtes apprécié. Puis vous êtes une personne qui est arrivée au Québec il y a 21 ans, 22 ans, avec votre conjoint, puis vous êtes devenus des personnes qui contribuaient au tissu social québécois, à l'économie, puis à la vitalité de votre région. Puis je tiens à vous féliciter. Je suis extrêmement heureux de collaborer avec vous, collègues de Portneuf. Les personnes réfugiées, c'est sûr qu'il y a des services de francisation qui se sont accrus. Bon, notre budget a monté de façon considérable, puis dans le dernier budget de notre collègue aux finances, il y a 298 millions, là, si je ne m'abuse, consacrés à la régionalisation puis à l'amélioration des services de francisation. On est rendu en 2021-2022 à 168 millions de dollars. Et le nombre de participants à temps complet et à temps partiel, je l'ai mentionné, est en augmentation. Et pour répondre plus précisément à votre question, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, il y a 37 317 personnes immigrantes qui ont participé à l'ensemble des cours de français. Puis pour l'année précédente, en 2020-2021, c'était 31 075. Donc, ces services-là, on sent que ça génère des retombées qui sont extrêmement intéressantes. Puis je pense que ça contribue à la vitalité du français dans nos régions. Puis, dernier élément, puis je réfère encore aux propos du collègue de Matane-Matapédia, j'ai aussi constaté dans votre région, comme dans toutes les autres régions du Québec, une volonté d'accueillir des personnes immigrantes, mais une volonté aussi, pas seulement de les accueillir, mais de bien les intégrer. Et je sens aussi une ambition dans les régions que les personnes immigrantes parlent français, s'intègrent bien à notre marché de l'emploi, répondent bien à nos besoins économiques. C'est pour ça que je martellerai tout le temps que l'immigration francophone nous permet de relever deux défis cruciaux au Québec. C'est l'avenir du français puis la lutte à la pénurie de main-d'œuvre par la réponse aux besoins concrets de nos employeurs. Merci. En effet, on se rejoint tout à fait sur ces points-là. Concernant l'accompagnement des personnes qui s'installent ici, on donne des cours de francisation, donc je sais qu'il y a une allocation. Est-ce qu'on a plus d'informations, justement, cette allocation, est-ce que, de mémoire, elle a dû être bonifiée un petit peu, mais est-ce que vous pourriez, de manière hebdomadaire, nous parler de quel montant il s'agit, ou de manière mensuelle? Je n'ai pas cette information-là. Oui, alors, l'allocation de participation, quand c'est à temps complet, c'est 200 $ par semaine. Mais c'est une bonification de 59 $ par rapport à avant. Donc, c'est une bonification en pourcentage qui est quand même substantielle. Puis, une allocation pour les cours à temps partiel, il n'y en avait pas avant, puis c'est maintenant 25 $ par jour de classe. Il y a aussi des allocations pour les frais de garde qui sont passés de 7 à 9 $ par jour de classe. Il y a le remboursement pour les personnes ayant suivi un cours de français dans leur pays d'origine dans les 2 années qui précèdent la délivrance du certificat de sélection du Québec. Donc, un remboursement de 1 800 $. Donc, il y a des montants qui sont quand même intéressants puis qui sont un incitatif à y participer. Ça me permet de dire qu'on a du travail à faire, puis c'est pour ça que notre collègue et parraine toujours le projet de loi 96 et qui prévoit la création de Francisation Québec sous la gouverne du ministère de l'Immigration. C'est important de rendre nos services, nos cours de français plus efficaces et d'essayer d'éviter que ce soit réparti. C'est entre les centres de services scolaires, les organismes communautaires, le ministère de l'Immigration. Francisation Québec va nous permettre de moderniser notre façon
d'offrir des services de francisation et de rendre ça beaucoup plus rigoureux et efficace. Concrètement, l'allocation dont vous parliez tout à l'heure de 200 $ par semaine, est-ce que, puis là je sais qu'on déborde un petit peu du cadre du débat aujourd'hui, mais vous êtes aussi ministre du Travail, c'est l'employeur qui accueille un immigré doit libérer pour un certain nombre d'heures son employé immigré et l'allocation revient directement à la personne finalement qui suit les cours. Comment ça fonctionne? C'est pas nécessairement pendant les heures de travail. Évidemment, ce que je constate de manière concrète sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui prennent en charge les services de francisation, qui font venir des professeurs durant les heures de travail. Sinon, ça découle aussi d'une volonté des parties. Puis on n'impose pas aux employeurs de nécessairement s'assurer que les cours de français soient pendant les heures de travail. Mais il y a des horaires accommodants qui permettent aux personnes qui ne bénéficient pas des cours de français durant les heures de travail de pouvoir en bénéficier en dehors des heures de travail à des horaires qui leur conviennent. Et vous référez au fait que le ministère du Travail a aussi un rôle à jouer et on a des mesures à Emploi Québec, à Service Québec, qui permettent de financer la formation pendant les heures de travail. Donc, une aide financière qui est consentie à l'employeur, qui libère les travailleurs pendant les heures de travail pour faire les cours de français. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tout le monde a la possibilité et la capacité de faire les cours de français qui s'imposent. Merci. Et encore une fois, là, je déborde un tout petit peu, mais pour moi, c'est tellement lié, les deux dossiers sont tellement liés. Puis tout à l'heure, vous parliez de bien accueillir nos gens. Je voulais vous sensibiliser au fait on m'a rapporté que certaines personnes, à propos du droit des travailleurs, finalement, du droit des travailleurs temporaires internationaux, on voit de temps en temps que des salaires pourraient être un petit peu inférieurs à celui indiqué lors de l'embauche. On voit que le nombre d'heures de travail qui avait été annoncé finalement ne correspond pas lorsque le poste est occupé. Bref, je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que ce sont des cas qui m'ont été rapportés et je comprends qu'on peut les dénoncer et il faut le faire, bien entendu, mais ce maillage est important entre cette volonté de bien intégrer nos gens, d'en prendre soin, de bien les accompagner pour qu'ils demeurent chez nous, mais aussi de s'assurer que le volet droit du travail soit absolument respecté. Absolument. Puis on vient d'en parler pour les services de francisation. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui n'ont pas encore de travail, qui bénéficient de nos services de francisation. Là, ce n'est pas un prérequis d'être au travail. Et à votre commentaire, je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion, les personnes immigrantes, notamment les travailleurs étrangers temporaires, parce qu'on en parlait plus tôt, ils ont accès aux mêmes droits que tous les travailleurs québécois. Les lois sociales et les lois du travail du Québec s'appliquent à eux. Donc, s'il y a un problème d'équité, s'il y a un problème de violation d'une norme qui est dans la loi sur les normes du travail, que ce soit des congés, des vacances, du temps supplémentaire, un salaire, une iniquité ou une disparité de traitement, il y a possibilité d'interpeller la CNESST. Et en matière de santé et sécurité aussi, s'ils ont un accident de travail ou s'ils ont une maladie professionnelle, ils peuvent faire une réclamation puis obtenir des indemnités de remplacement de revenus. Il faut constamment le dire. Il y a des personnes qui arrivent qui sont plus vulnérables, qui n'ont pas les mêmes informations, puis on s'assure de bien leur communiquer. Puis les employeurs ont fait des webinaires, puis on fait de la formation partout, et on le répète constamment, ils ont accès à une pleine équité en matière de conditions de travail. Merci beaucoup. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 14 heures. Merci.